Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième émission de Les Femmes du BTP. Effectivement, une émission qui parle aux femmes du BTP sur leurs problématiques, sur toutes les questions qu'elles peuvent se poser. Aujourd'hui, ça va être le trio de tête. Effectivement, 3 nanas super. Je dis nana, mais il n'y a pas de... Vous savez que je vous aime. Donc, aujourd'hui, c'est le maillage des territoires. Nous allons avoir Lucie Miklas, qui elle est à Paris. Bonjour Lucie. Nous allons avoir Aurore Gatti, qui elle est à Monaco aujourd'hui, et nous allons avoir Latefa Folz, qui elle est à Montpellier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est l'accroche, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour réunir tout le monde. Il y a 1,8 femmes sur le terrain, mais 100% de leadership sur le plateau. Effectivement, aujourd'hui, on traverse toute la France pour parler de celles qui tiennent les rênes sur un chantier et qui font avancer et qui font qu'un chantier n'ait pas de soucis. Voilà. Lucie Miklas, je vais te demander de te présenter. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis maîtresse d'œuvre ou maître d'œuvre. Parfois, on peut entendre parler. Donc, concrètement, je suis dans le bâtiment depuis 20 ans. Je pilote des chantiers, des équipes, des budgets et même parfois peut-être un petit peu des égos. Mon job, c'est vraiment de transformer des idées en projets. Et à côté de ça, je suis conférencière en suivi de chantier et également formatrice pour les femmes en pilotage de chantier. C'est ça. Aurore, toi qui es à Monaco aujourd'hui, je vais te demander aussi de te présenter. Tu as un parcours qui est assez intéressant. À toi, Aurore. Bonjour Hassan. Alors, donc je suis Aurore Gatti, ingénieure du bâtiment et tailleuse de pierre. Après plusieurs années à Monaco en conduite de travaux et en maîtrise d'œuvre, j'ai décidé par amour du patrimoine de me former au métier de tailleur de pierre chez les Compagnons à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis de retour dans la région de Nice-Monaco et je souhaite mettre cette double expertise au service des diocèses et des collectivités territoriales pour pouvoir accompagner la transmission du patrimoine religieux puisqu'il constitue des repères essentiels culturels dans nos villes. Et Dieu sait qu'on a besoin de repères aujourd'hui en ce moment. Latefa, on va redescendre, on va continuer dans le sud. Latefa Folz, tu es la sentinelle de la sécurité globale, si je peux dire. Est-ce que tu peux te présenter et présenter effectivement tes différentes facettes? Bonjour Hassan, je te remercie de m'avoir invité. Donc Latefa Folz, je suis conductrice de travaux de l'ESTP de formation et depuis 10 ans, je suis coordonnatrice de sécurité et protection de la santé sur Montpellier et je suis aussi formatrice des jeunes conducteurs de travaux. D'accord, merci Latefa. Une question à toi Lucie, en tant que maître d'œuvre, tu es le premier rempart face aux clients. Oui, mais avec plaisir. Alors effectivement, quand les clients ont une idée derrière la tête, effectivement, notre rôle, c'est, dans un premier temps, c'est déjà de leur expliquer si oui ou non il y a une faisabilité de l'idée, et puis après, finalement, potentiellement de les aider dans leur conception et par la suite, effectivement, un suivi derrière ça. Donc, on a un panel de casquettes, effectivement, de concepteurs. Après, effectivement, on a l'occasion de rencontrer des entreprises pour analyser les offres qu'ils peuvent proposer par rapport à un cahier des charges. Et puis après, derrière, peut se suivre le suivi de chantier. Voilà. Par rapport à ton expertise technique, est-ce que tu es obligé de l'imposer directement? Ou est-ce que vraiment, des fois, il faut encore ramer pour leur dire, attends, je suis une nana, mais attends, mon expertise, elle est là, et j'ai pas besoin de te le prouver, quoi. C'est ça. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment. Donc, effectivement, j'ai connu un peu cette période où même moi, j'ai eu l'occasion de me faire embaucher et mon chef me dit, vous êtes la première femme que je vais embaucher. Donc, effectivement, j'étais dans ce passage où il fallait quand même prouver, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas forcément m'imposer, mais je démontre.
Tu vois, sur un chantier, bon, on sait que souvent on ne ment jamais, dans le sens où les choix techniques, ça tient ou ça s'effondre, hein, même parfois dans le sens propre. Donc au début, certains effectivement attendent une gestionnaire, mais finalement, au fil de l'eau, ils découvrent vraiment assez vite une pilote et l'intérêt d'un maître d'œuvre. Parce que piloter, c'est vrai que ça paraît vaste comme ça, mais c'est vrai que on est vraiment sur tous les fronts et c'est une maîtrise en fait du projet global qui permet justement d'éviter en tout cas toutes les complications que l'on peut entendre parfois dans un chantier. Mais est-ce que des fois aussi ça peut déraper, ou est-ce qu'il y a des fois des gens qui veulent pas entendre parler d'une maîtresse d'œuvre et qui veulent avoir un maître d'œuvre, et que tu es obligé de convertir, je dirais, de revenir dans la bonne paroisse, si je peux dire, quoi. Non, sincèrement, je pense que maintenant les femmes commencent à avoir vraiment leur rôle dans un chantier. Ouais. C'est vrai qu'après, je te cache pas que j'ai parfois, je me fais un petit jeu comme ça. Voilà, je laisse un peu le bénéfice du doute parfois. Tu sais, je laisse 5 minutes rôder un petit peu le doute de savoir qui je suis, qu'est-ce que je sais faire. Mais c'est vrai qu'après, quand on parle technique, planning, bizarrement le débat s'arrête là, très très vite. Donc bon, après c'est vrai que le chantier c'est un révélateur. Hein, il ne laisse pas forcément la place aux préjugés, parce que voilà, quand on met en place nos compétences et que finalement voilà, on arrive à créer une cohésion sur chantier, il y a plus de, enfin moi je sais que souvent les clients qui m'appellent, ils sont pas sur un principe de dire mais vous êtes une femme, est-ce que vous êtes capable? Alors ça m'arrive effectivement d'avoir des personnes qui vont peut-être me poser la question, ça fait combien de temps que vous comment dirais-je, vous faites ce métier, voilà, vous faites ce métier, etc. Mais après, c'est vrai qu'en règle générale, les gens, quand ils viennent vers moi, bon, c'est souvent du bouche à oreille, et surtout de par les réseaux aussi, parce que j'ai cet intérêt de montrer derrière ça aussi l'envers du décor, et tenter voilà de changer un petit peu l'image du bâtiment en tant que tel. Bien qu'on le sait très bien, hein, les chantiers, c'est pas le monde des bisounours, évidemment. Voilà, on a toujours des galères, mais l'idée c'est de les maîtriser. Et c'est vrai que finalement, souvent les gens aussi je trouve en tout cas maintenant, ont plus de facilité à aller vers une femme, quand effectivement derrière le discours tient la route évidemment, mais j'ai l'impression que voilà, ça commence à prendre un peu forme tout ça, parce qu'ils se rendent compte aussi que nous, les femmes, on a aussi une manière différente de gérer les chantiers. Voilà, c'est une autre approche. Mais moi, je trouve que maintenant, il y a beaucoup moins de préjugés. Bon, après sur les chantiers, c'est encore autre chose, mais vis-à-vis des clients, il y a pas trop, enfin on ne fait pas forcément ressentir l'aspect doute, si tu veux, de par le fait que je sois une femme. Il y a moins de réticence, je dirais, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on attend de toi un rôle plus administratif, Lucie, ou alors on demande vraiment que tu sois vraiment la maîtresse d'œuvre? Écoute, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, le métier en tant que tel a réellement changé. On est sur un autre gap. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, avec les problématiques des entreprises, etc., on était sur une période, il y a quelques années, j'ai envie de dire il y a une dizaine d'années, où les gens se concentraient un peu sur l'esthétique. Tu vois, je veux du beau, effectivement, bon voilà. Et c'est vrai que là, je me suis aperçue vraiment que les gens, la première chose qu'ils recherchent, c'est vraiment l'aspect sécurité. De là, bon, après les problématiques, moi c'est ce que je dis souvent, je dis écoutez, c'est pas parce que vous faites appel à un maître d'œuvre que vous allez avoir zéro problème, parce que les problématiques, quand on vient faire la démolition ou des choses comme ça, on peut découvrir des choses. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même les clients, ils sont toujours à poser la question, est-ce que vous avez quand même des connaissances juridiques, est-ce que vous avez la possibilité de nous accompagner sur des démarches administratives ou autres, parce qu'ils ont toujours cette crainte de pas être suffisamment sécurisés, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font appel à un maître d'œuvre parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Après, l'aspect esthétique vient par la suite. Mais vraiment, souvent, les gens me disent, voilà, on a peur, bon, des problématiques techniques, évidemment, mais c'est vrai que ce côté, on a peur que l'entreprise fasse n'importe quoi ou abandonne le chantier, etc. Et c'est vrai qu'ils ont réellement cette crainte. Donc, ils veulent vraiment quelqu'un qui sache procéder à des démarches administratives et sache aussi les accompagner dans toute problématique, en fait. D'accord. Oui, tu fais un rôle d'accompagnement. Ouais. Aurore, maintenant, c'est vrai que tu as un profil qui est quand même unique et atypique par rapport à ton activité de tailleuse de pierre, et qui pour moi est un bouclier quand tu diriges un homme. Est-ce que aujourd'hui sur un chantier, ça te permet toi de voir peut-être différemment l'approche de l'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre? Alors oui, clairement. Ça a modifié ma vision du chantier, même si
ça l'a pas complètement modifié, mais on va dire que ça m'a apporté une corde à mon arc, puisque j'ai pu voir le chantier en tant que maître d'œuvre, en tant que conductrice de travaux et aussi en tant que compagnon sur le chantier. Donc, je pense que ça m'a apporté une transversalité au niveau de la vision du chantier et de comprendre un peu quels sont les enjeux de chaque acteur. Et par rapport au terme de bouclier, je dirais que oui, c'est un bouclier à la fois visible et invisible. Ouais. Visible puisque auprès de mes équipes, puisque j'ai endossé ce rôle de compagnon, de tailleur de pierre, j'appréhende et je peux mieux anticiper encore tout ce qui est tâches, travaux. Après, je le dis pas forcément toujours. Et puis invisible parce que je pense que ça m'a apporté aussi une légitimité intérieure. J'avais vraiment de faire de la conception en maîtrise d'œuvre, ça m'a vraiment donné envie de savoir faire de mes mains ce que je concevais. Donc je pense que ça m'a aussi ancré dans mes compétences. Et oui, donc du coup, ça t'amène une crédibilité qui est quand même vraiment sur le terrain. Et puis je pense que les gens, quand ils te voient au départ, parce que tu fais quand même toute menue et tout ça, et les gens se disent non, quand même, elle est pas tailleuse de pierre. Elle peut être ingénieure, elle peut être maîtresse d'œuvre, mais tailleuse de pierre, ils ont peut-être du mal aussi à te voir dans ce métier, peut-être, non? Oui, ça c'est sûr. D'autant plus que je suis menue. En plus, j'ai plutôt tendance à faire plus jeune que mon âge. Tout à fait. Donc la première apparence est pas forcément la bonne, mais je trouve que c'est aussi un contre-pied que je peux utiliser. Et oui, je pense que vraiment, ça permet aussi d'ancrer au fait ton savoir-faire aussi par rapport à ça aussi, je pense, dans le métier. Oui, complètement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers les monuments historiques et les églises? Alors, depuis très jeune, j'avais un amour particulier du patrimoine. Mon stage de troisième, typiquement, je l'avais fait au château de Versailles parce que j'avais demandé à pouvoir le faire là-bas. J'ai fait un stage ouvrier en école d'ingénieur sur le château de Versailles de nouveau. J'avais gardé mes contacts. Donc, je me suis dit, le bâtiment, ça va être le moyen, en fait, de lier le patrimoine à l'ingénierie. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les tailleurs de pierre, que j'ai travaillé avec eux. Mais j'ai travaillé d'abord avec les équipes de Gros Œuvres. Et je pense que quand du coup les compagnons tailleurs de pierre, c'était forcément un autre métier, une autre ambiance. Il y a des valeurs qui sont très importantes de transmission, de solidarité, de passion. Et c'est une flamme qui m'est restée. Donc même si j'ai commencé après ma carrière à Monaco dans le neuf en conduite de travaux, puis en maîtrise d'œuvre, en fait, je pense que à un moment j'ai eu besoin de me reconnecter à cette passion et à la flamme, on va dire, du début. Et comme je l'avais dit en maîtrise d'œuvre, j'ai travaillé aussi sur des projets en conception, donc avant le dossier de consultation des entreprises, jusqu'au dossier. Et la conception, ça m'a donné envie de me dire, mais personnellement, j'ai besoin d'avoir cette légitimité en sachant le faire de mes mains, en revenant au contact du bâtiment. C'est pour ça que j'ai fait ce choix qui a été assez particulier puisque je l'ai fait l'année de mes 30 ans. Mais j'en suis tellement heureuse aujourd'hui. Ça se voit, ça se voit. Je sais que quand tu en parles, tu rayonnes. Et je sais que tu m'avais dit aussi que tu étais en train de te spécialiser dans tout ce qui était juridique par rapport aux monuments, effectivement, quand une église appartient, je dirais, à une commune ou qu'elle appartient plus à l'église, quoi. Tout à fait. Alors oui, je suis du coup, je me spécialise avec un diplôme universitaire qui est autour de la laïcité, du droit des religions, et pour moi, c'est très intéressant et très important d'avoir au-delà de la vision compagnon, conductrice de travaux, maître d'œuvre, d'avoir cette partie en plus de la technique, c'est ce volet juridique, puisque comme tu l'as dit, depuis 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc pour moi, c'est important puisque les églises d'avant 1905 appartiennent aux communes et celles d'après au diocèse. C'était primordial pour moi d'avoir cette vision transversale pour pouvoir accompagner les diocèses et les collectivités territoriales au mieux.
Et oui, parce que ça permet effectivement d'éviter qu'un dossier se bloque justement par rapport à des choses juridiques par rapport à ça, quoi. Ça, c'est clair. Oui, oui, complètement. D'autant plus que la laïcité est un sujet, est clairement un sujet d'actualité. C'est ça, vraiment prédominant en ce moment. C'est ça. Mais c'est bien parce que tu amènes aussi cette partie d'accompagnement qui fait que tu peux débloquer, faire avancer peut-être des choses qui, pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas forcément cette partie-là, ça peut être ralenti, effectivement, quoi. Oui. Et ce qui me plaît vraiment, c'est, je pense que mon parcours le démontre aussi. Et, c'est d'avoir vraiment une transversalité des compétences. Et ce que j'aime, c'est sortir de ma zone de confort. Okay. T'as un profil, moi, de toute façon, j'ai adoré, de toute façon. Maintenant, je vais vous poser une question à toutes les trois. Avez-vous dû surprouver vos calculs et vos plans parce que vous étiez une femme, par rapport à un chantier? On va commencer par Lucie. Alors, au début, oui, clairement. C'est vrai que bon, j'avais forcément compris un truc, c'est de surprouver, mais pour moi, c'était pas forcément avoir ce besoin de se justifier. J'ai souvent dû être plus précise, être plus carrée, être plus préparée. Ça, certainement, je l'ai constaté, et en tout cas, c'était une ambition de ma part. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai vraiment compris que ce n'était pas forcément une faiblesse, mais c'est même devenu ma signature. Et c'est pour moi surprouver, c'est un grand mot, mais pour moi c'est vraiment installer une méthode qui est potentiellement tellement solide qu'elle devient vraiment indiscutable. Et à la fin, en fait, tout le monde est rassuré parce que ce besoin de surprouver montre aussi nos capacités à rebondir, en fait. Donc, mais c'est vrai que le fait d'être une femme, surtout dans mes débuts, encore maintenant, un peu moins, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai ressenti le besoin de démontrer qu'être une femme, c'était pas un défaut. C'est pas évident, quoi. C'est ça. Monter les sacs de ciment au 5e étage, je les ai fait. Je vous le dis, 5, 10e étage même. Je l'ai fait, mais après, c'était une manière de respecter les autres et de dire qu'on était tous logés à la même enseigne. Après, c'est toi aussi, t'étais capable de le faire, pareil que... Exactement. Exactement. Aurore, toi aussi, t'as été obligée de surcompenser, je dirais, cette chose aussi? Alors, je dirais que oui, mais parce que, en général, au premier abord, il y a quand même il y a toujours une méfiance. Bon, en plus de ça, en plus d'être une femme, c'est vrai que je fais jeune. Et, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que, enfin, sur le chantier, c'est comme dans la vie, finalement, on apprend à se connaître, on se teste. Et c'est aussi comme ça qu'il y a des relations de confiance qui se créent. Donc finalement, c'est un petit peu de patience, mais je trouve que quand on s'accroche et qu'on est compétente, finalement, ça se fait presque tout seul. Et je me dis, je le prends comme un levier d'exigence qui me tire vers le haut. Et c'est là où je rejoins complètement la vision de Lucie. Eh oui. Et toi, Latifa, est-ce que tu as été obligée, toi aussi, de surqualifier, surproduire des actions qui faisaient que ton savoir-faire, tu savais le faire, quoi? Pas vraiment en coordination espèce, car j'ai un rôle un rôle de contrôle sur chantier. Donc c'est vrai que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le BTP. Et comme je suis coordonnatrice espèce depuis 10 ans, donc c'est vrai que j'ai pas besoin de prouver, car mon rôle il fait que je suis respectée et moins embêtée que les autres. Et est-ce que la sécurité est une contrainte qui fait que ça peut ralentir un chantier? Alors, donc la sécurité n'est pas une contrainte, car pour moi, un chantier bien coordonné, bien ficelé, c'est moins d'accidents, moins d'arrêts de chantier. Donc plus de rentabilité forcément. Il est essentiel d'associer le coordonnateur espèce conception pour anticiper, on va dire, et bien préparer le chantier.
Et donc, du coup, tu crées en fait les bonnes conditions en fait pour travailler avec des maîtres d'œuvre tels que Lucie ou Aurore, de toute façon. Bien sûr, donc de toute façon, dès la phase de conception, on travaille, on va dire, en coopération avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Donc, on travaille ensemble pour mener à bien la phase validation, l'intégration de la sécurité sur l'ouvrage. Donc, quand le bâtiment il est finalisé, on a déjà c'est-à-dire travailler en amont à la phase conception pour corriger certains points sur la partie sécurité. Donc c'est un travail collectif. Et il t'arrive des fois de vraiment d'obliger, je dis pas sévir, mais de dire mais quand même là vous avez une obligation, vous l'avez pas respectée. Et quand ça t'arrive, tu fais comment? À quel niveau? Au niveau de la maîtrise ou au niveau du chantier? Au niveau du chantier, par exemple, je sais pas, il y a une obligation qui n'a pas été respectée et que toi, tu es là pour justement la faire respecter. Alors déjà, j'arrive sur le chantier, je dis bonjour, je me présente, qu'on comprenne ce que je fais sur le chantier, parce que des fois, on confond avec la CARSAT ou la DRETS ou l'OPPBTP. Donc, je leur explique que je suis là pour leur bien, pour mener à bien le chantier. Donc, ils le reçoivent très bien. Et après, j'essaie de le faire d'une façon pédagogique et ne pas leur sauter dessus en faisant des photos ou en les engueulant. Donc, j'essaie de leur expliquer et de leur demander de corriger immédiatement. D'accord. Et en général, ça se passe bien parce qu'ils le font, quoi. Ah, très bien. Alors, je sais pas que peut-être je suis une femme, mais ça marche très très bien. Oui, mais je sais que tu sais trouver les mots de toute façon pour que les choses se passent bien. Tu as aussi une autre casquette qui fait que l'isolement des femmes sur un chantier peut être un facteur de risque de sexisme, de harcèlement, etc. Est-ce que ça, tu arrives à le faire corriger ou pas? C'est vrai que, parce que là, je pense que vous parlez de tout ce qui est moyen concret pour les femmes sur le chantier, comme les sanitaires et les vestiaires, qui sont normalement dans la réglementation, sont obligatoires, mais ça nous arrive parfois de ne pas les trouver sur certains chantiers et il faut se battre. Donc pour moi, c'est là en fait où le respect, on va dire, le respect, on va dire il est là en fait, c'est en intégrant les éléments pour que les femmes elles se sentent bien. Et oui, ne pas créer des conditions que en fait la femme sur un chantier se sente exclue, qu'elle se sente pas respectée, quoi, en fait. C'est ça. Bien sûr, d'avoir un cadre qui est bien défini en amont pour que les femmes elles se sentent bien, de toute façon, que ce soit les hommes ou les femmes. Parce que là, je viens de faire une interview d'une peintre à Toulouse et qui me disait, elle, ça fait 8 ans qu'elle travaille. Et effectivement, elle a eu des chantiers où pendant un mois, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau et il fallait qu'elle se débrouille toute seule, quoi. Donc, c'est encore, et ça existe encore. Tout à fait. Dans ce cas-là, il faut qu'elle sollicite le coordonnateur espèce ou la coordonnatrice espèce pour que elle fasse nécessaire. D'accord. Ça, c'est un tips pour les filles qui vont regarder l'émission, de toute façon. Maintenant, comment ton rôle permet-il de sécuriser non seulement les corps, mais aussi l'intégrité des collaboratrices sur un chantier? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour moi, le respect et l'intégrité des femmes, c'est le rôle de chacun, pas que le coordinateur espèce. Mais honnêtement, si chacun comprenne, c'est-à-dire qu'il accepte que tout type de profil doit être d'avoir une bienveillance. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde, tous les intervenants sont le chantier. Oui, il faut que tout le monde joue le jeu, en fait, pour que tout le monde aille dans le même sens. Bien sûr. En fait. C'est ça. C'est un respect mutuel, donc et oui. Qu'on soit professionnel et que poser le cadre. C'est-à-dire c'est les orchestres de chantier qui doivent poser le cadre. Dès le départ. D'accord. D'accord. Et maintenant, une question sur... plus dirigée vers toutes les trois, de toute façon. Quand vous avez lancé votre entreprise,
est-ce que vous avez ressenti des freins bancaires que les confrères masculins n'ont pas ressentis par rapport à toi, Lucie, et puis Aurore, et puis là, tes femmes? Alors écoute, pour être sincère avec toi, bon, c'est sûr qu'on sent pas forcément le tapis rouge qui se déroule, hein, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de facilité à trouver des aides. C'est vrai que quand voilà, on arrive avec une vision claire, avec une méthode vraiment qui est béton, avec une vraie connaissance du terrain, en tout cas pour notre part, par rapport à notre métier. Mais c'est vrai que pour tout type de projet, je veux dire, à un moment donné, quand on se lance dans un projet, effectivement, il faut qu'on le prépare, quel qu'il soit. Là, on reste dans un domaine de femmes, et c'est comme quand on dit, vous allez attendre un bébé, on n'attend pas d'accoucher pour dire il va falloir qu'on achète la poussette, etc. Et on nous l'apprend pas. Et en fait, aujourd'hui, en tant que femme, dans quel qu'il soit le projet, c'est qu'à un moment donné, si on a une vision claire et on a réellement ce besoin d'aller vers ce projet-là, il faut savoir le préparer. Et à partir du moment où il est préparé, je trouve que, en tout cas à long terme, ça pèse quand même plus que les doutes des autres. Donc j'arrive vraiment avec une ambition, avec quelque chose déchiffré, planifié, avec une vision claire. Et c'est vrai que, en règle générale, les sceptiques finissent par l'écouter. Mais bon, après c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai compris que le vrai levier, c'est pas forcément de convaincre, c'est vraiment d'être convaincante et irréfutable. Et aujourd'hui, en tout cas, faut le savoir. Et moi d'ailleurs, j'en ai fait j'ai eu l'occasion de faire appel à ça. Quand j'ai créé ma société de formation pour les femmes au pilotage de chantier, j'ai fait appel à un organisme qui avait toute une campagne pour aider les femmes à les aider à créer leurs projets avec des aides du département, de la région, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on nous donne quand même beaucoup plus de facilité à aller atteindre un projet. Mais c'est vrai que pour le coup, après, des fois, il y en a qui se reposent un peu trop sur la facilité des démarches. Mais en tout cas, moi, ce que je peux constater en tant que femme et face à moi, les femmes qui portent des projets, en règle générale, on est quand même relativement bien animé par ce qu'on veut faire et on est très déterminé et ambitieuse. Donc c'est vrai que les freins bancaires, pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être ça a été le cas peut-être à une période. Moi, je l'ai pas ressenti, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme qui a un projet, elle peut être vite accompagnée dans ce cadre-là. Oui, à partir du moment où la détermination est là, je pense. Après, Ouais. il faut qu'elle soit un minimum accompagnée, comme tu le fais dans tes formations aussi, quoi. Ouais, complètement. Ouais, faut préparer. Moi, après, c'est ce que je dis. Quand on arrive dans un business, quand on arrive dans un projet, il faut être préparé. C'est un peu comme les sportifs. Finalement, voilà, ils se préparent, ils font une course ou quoi que ce soit. Enfin, même si après ils perdent, ils en tiennent des leçons. Après, ils se repréparent. Ils essayent de monter les étapes au fur et à mesure. Et finalement, un projet, qu'il soit un métier du bâtiment ou un projet dans un business ou quoi que ce soit, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir quand même en tête qu'il faut se préparer, il faut faire les choses correctement pour qu'on soit aussi pris, comment dirais-je, de manière beaucoup plus sérieux et professionnel. Donc, Mais oui. Mais ça, c'est bien de le soulever parce que peut-être que celles qui vont nous regarder, ils en ont pas forcément conscience, tu vois. Et c'est bien de le rappeler, effectivement, Lucie. Tu as tout à fait raison. Ouais. Aurore, et toi, est-ce que tu as eu des soucis quand tu as voulu te mettre à ton compte ou quand tu as travaillé avant, quoi? Alors, par rapport à travailler à mon compte, comme je suis en train de développer mon projet, encore, je n'ai pas été confrontée. Par contre, je rejoins complètement Lucie et en même temps, j'écoute ses conseils. Mais en tout cas, je la rejoins sur le fait que quand on est vraiment déterminé et qu'on a un projet, je sais qu'on ira au bout et qu'on lâchera rien. Oui, puis tu es quelqu'un de tenace de toute façon. On voit ton parcours, je sais que quand ton objectif est posé, je sais que tu vas aller jusqu'au bout de toute manière, quoi. Oui. Et toi, Latifa, je sais que tu as aussi un parcours un peu atypique. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question de financement et de lancer son projet quand on est une femme? Moi, je complète ce qu'elle a dit Aurore et Lucie, c'est que normalement il faut bien préparer son dossier, de se faire accompagner par des professionnels. Et c'est vrai qu'on a de la chance, même en Occitanie, on a de la chance d'avoir pas mal d'organismes. Moi personnellement, j'ai été suivie par la BGE qui m'a accompagnée. J'avais pas forcément besoin d'un financement parce que mon métier, c'est
plus l'intellectuel et quelques déplacements. Mais c'est vrai que je conseille les femmes qui montent leur entreprise de bien se faire accompagner et d'aller chercher des conseils, les bonnes pratiques auprès des autres entrepreneuses et entrepreneurs dans le BTP pour être plus proche en spécialité. Par rapport justement à ton autre activité aussi que tu fais aussi, qui je trouve formidable, tu organises des after-work, effectivement pour développer en fait une solidarité et partage de réseau. Tu peux nous en parler? Alors, depuis 3 ans et demi, donc depuis que j'étais salariée, à un moment, je me suis dit bon, d'être maman de trois filles et avoir un travail prenant, ben c'est vrai que je vais trouver une solution pour que je puisse voir tous les gens que j'aime bien, mes amis, mes collègues, aussi un camarade. Et du coup, ben j'ai commencé à créer des événements after work multidomaines, donc où tous les réseaux confondus se rencontrent. Et donc là, ça dure toujours. D'ailleurs, j'en ai une demain où j'attends 30 personnes. Et c'est vrai que il y a une demande forte parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs et même salariés qui sont isolés. Ils ont besoin de rencontrer d'autres professionnels et même ceux qui montent un projet où ils sont en reconversion ou sont en train de chercher un travail. Ben, ça leur permet de sortir de leur isolement, d'échanger, de partager avec les autres et de créer des synergies. Donc, pour le moment, ça continue et touchant le bois, ça prend bien et on a toujours des nouvelles personnes qui participent tous les mois. Après, ce que j'aime dans tes after-work aussi, c'est pas uniquement pour faire du business, c'est aussi pour aider des gens qui recherchent un emploi, qui recherchent une formation, qui se posent plein de choses. Et toi, ça te permet de les mettre en connexion, en fait. Bien sûr, de toute façon, là les réseaux, nous à Montpellier, on en a pas mal, et par métier, par secteur. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de mélanger toutes ces compétences, ces métiers pour créer des synergies, des opportunités. Et c'est vrai que par exemple un entrepreneur qui est en train de monter son entreprise et qui a des doutes, ben, le fait de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, bah, ça lui permet en fait de gagner pas mal de gagner du temps et de éviter d'avoir on va dire des aléas. Donc c'est vrai que ça permet en fait d'échanger avec des personnes pendant un moment convivial et de garder leur contact pour par la suite et même de créer des partenariats. Donc c'est vrai qu'on a eu des personnes une ancienne maître d'œuvre qui est devenue formatrice au CFA Occitanie. On a des personnes qui sont devenues associées. On trouve aussi beaucoup de stages pour les collégiens. On a des professeurs du collège qui viennent chercher des stages pour une dizaine d'élèves par collège. Et du coup, ben, ça porte ses fruits. Excellent. Donc tu permets effectivement que les gens puissent se rencontrer et faire évoluer en fait sur des questions, quoi. Je vous invite tous à venir. De toute façon, si on est du côté de Montpellier, effectivement, on viendra. De toute façon, je te l'ai dit, on viendra, ça c'est clair. On organisera un covoiturage. J'espère. Aurore, quand on voit aujourd'hui le matériel qui s'allège, les ponceuses, les procédures de levage, etc., est-ce que l'argument de la force physique est enfin devenu obsolète pour interdire l'accès aux femmes au métier de la pierre? Alors oui, je pense que cet argument est obsolète et je pense qu'il l'a toujours été. Ça me fait penser à un chef de chantier que j'aimais beaucoup et qui était justement de petit gabarit et qui m'avait expliqué que lui, étant donné qu'il était peut-être un peu moins costaud, en fait, il a toujours travaillé avec ingéniosité et qu'aujourd'hui, il a moins de problèmes physiques que ses confrères du même âge. Et c'est souvent aussi ce que j'entends au sujet des femmes sur le chantier, c'est-à-dire qu'elles s'organisent, qu'elles anticipent pour pouvoir réaliser les mêmes travaux.
Après, sur un chantier, je pense qu'il faut pas oublier que ça reste un travail d'équipe. Donc, les charges, ça peut se partager. Les postes de travail, ça s'organise. Et comme tu le disais, bon, aujourd'hui, il y a en plus beaucoup de moyens de levage. Et puis, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que historiquement, les femmes ont toujours été présentes sur les chantiers, qu'il y avait des femmes bâtisseuses dès le Moyen Âge et que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est pas vraiment leur capacité, c'est simplement leur visibilité. Et pour ça, d'ailleurs, je te remercie, Hassan, de nous mettre en lumière aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de faire partie de l'aventure de toute façon. Et je remercie toutes les trois de toute manière, hein, vous le savez. Lucie, la féminisation des noms de métiers progresse. Est-ce que tu penses que il faut mieux de dire maîtresse ou maître d'œuvre? Et est-ce que les mots comptent pour attirer la relève? Aujourd'hui, j'accompagne des femmes au pilotage de chantier. C'est pas parce que c'est un militantisme à peu près abstrait là-dessus, mais c'est parce que je sais exactement que ce que ça fait de douter seule face à des situations qui sont très concrètes, hein, les situations des chantiers, etc. Et ce qui manque aux femmes dans le bâtiment, ce n'est pas le talent, mais c'est l'accès aux bonnes clés et au bon moment. Et pour certaines personnes, bon, les mots parfois comptent énormément. Moi personnellement, j'assume maître d'œuvre, j'assume maîtresse d'œuvre. C'est vrai que parce que bon, c'est vrai que me rendre invisible derrière un masculin un peu neutre, bon, n'a jamais aidé les vocations, mais c'est vrai que ça permet quand même d'ancrer notre position dans un métier. On dit bien boulanger, boulangère, conseiller, conseillère, mère, mairesse. Pourquoi nous on pourrait pas, par exemple, dire maîtresse d'œuvre, hein, évidemment. Voilà. Après, c'est vrai que bon, si aujourd'hui il y a une femme qui nous écoute et se dit ah oui, effectivement, c'est peut-être possible, je pense que le mot a déjà fait son job. Je pense que ça permet vraiment de permettre aux femmes de croire au possible. Et de toute façon, moi, je suis intimement convaincue que ce qui manque aux femmes dans le bâtiment, c'est pas forcément le talent, c'est pas forcément le nom, mais c'est vraiment l'accès aux bonnes clés au bon moment et d'oser. Donc vraiment, moi, je trouve que je suis pour. Ça permet aussi de permettre peut-être face aux hommes de leur expliquer que voilà, on arrive bientôt. Vous êtes là. On va être très nombreuses bientôt. Vous êtes là, c'est clair. Mais voilà, c'est vrai que... Et oui, j'essaie de vous donner aussi une visibilité avec les moyens que j'ai aujourd'hui et par rapport à mon projet, ça c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est une très bonne chose d'ailleurs. Merci Hassan. Voilà, c'est vrai que c'est des choses. Et puis même au-delà de ça, c'est pas forcément pour nous faire découvrir les métiers ou autres, mais c'est surtout aussi pour assurer un positionnement de femmes. Parce qu'aujourd'hui, et moi je le vois avec les femmes que je forme, ils réfléchissent beaucoup, ils n'osent pas, ils sont toujours dans un manque de légitimité. Et finalement, des fois, je leur dis, mais vous savez, à un moment donné, de passer à l'action, ça permet d'apprendre certaines choses. Oui, ok, on se plante. Moi, faut pas croire. Je suis assise dans mon métier, mais me lancer dans un business, on me l'a jamais appris. Oui, je me suis plantée, j'ai osé, je me suis démarquée, mais à un moment donné, c'est vrai que ça manque un peu chez nous. On a toujours ce manque de légitimité qui vient frapper à notre porte. Mais c'est vrai que peut-être, potentiellement, si on assume le fait de féminiser le nom d'un métier, pourrait permettre à des femmes d'avoir moins cette réticence de dire qu'ils sont pas à leur place. Donc effectivement, moi je pense que ça compte quand même. Je pense aussi, de toute façon, et puis de montrer des femmes qui sont heureuses, des droites dans leurs bottes par rapport à ce métier-là aussi, c'est ultra important de les montrer parce que beaucoup m'ont dit, mais on n'a pas de modèle en fait, on voit pas des nanas heureuses dans ce métier-là. Est-ce que je le serai? Est-ce que je le serai pas? Et puis de plus en plus maintenant que je vous filme et que je montre, effectivement, ça donne effectivement une légitimité de montrer que les nanas, elles aiment ce métier parce que si elles s'y sont dirigées, oui, elles l'aiment, elles aiment y être et elles aiment faire ce qu'elles font, quoi. Ça, c'est clair. Ah, mais clairement. Puis en plus, moi, bon, pour mon coup, de mon côté, moi, c'est vraiment un métier que j'ai choisi. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, si je me suis lancée dans la formation, c'est ce que je dis. Moi, c'est pareil, le domaine de formation, j'y connaissais rien du tout. Voilà, je me suis plantée, j'ai appris, j'ai avancé. Mais c'est parce que j'avais cette ambition de permettre à des femmes de s'épanouir dans notre métier. Parce qu'aujourd'hui, je pense que même nous, en tant que femmes, on assume énormément de casquettes, mais on a ce droit aussi de s'assumer et de pouvoir se lever le matin et pas forcément traîner des pieds parce que on est animé par ce qu'on fait. Et ça, c'était important pour moi que la femme, elle ait vraiment cette possibilité de se dire ah mais j'aime beaucoup mon métier, j'adore quoi. Je suis passionnée par ça. Et vraiment, ça c'est l'ambition en tout cas je me suis donnée dans ce cadre-là.
C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est une des filles dans l'émission qu'on a faite la première. C'est une fille une jeunette, qui elle m'excusera si je dis jeunette, hein, et elle s'est dirigée dans la métallerie et elle dit mais non, j'ai trouvé ma vocation et je suis contente de me lever le matin pour aller effectivement faire ce métier que j'aime tous les jours et de plus en plus, tu vois. Donc ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Effectivement, effectivement. Latefa, toi tu es trilingue et le BTP doit-il devenir plus international et plus agile pour réussir sa mixité? Complètement. Ça a été prouvé, j'ai pu le constater lors de ma formation à l'ESTP. En conduite de travaux, nous étions la majorité en fait, on était peu de filles, mais toutes les promotions, elles étaient en conduite de travaux, ils étaient des filles étrangères qui parlent plusieurs langues. Et on en a plus en ingénierie, mais c'est vrai que le fait de parler plusieurs langues, ça offre des portes pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité et de s'ancrer dans le BTP, c'est-à-dire de pouvoir s'épanouir, d'accéder à un panel de professions. Donc moi, j'encourage les filles à parler l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe aussi, pour pouvoir accéder à des chantiers internationaux et d'avoir plus de possibilités d'accéder à des postes. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que aux filles qui vont se former, peut-être que je vais me faire laminer par les maris, mais mariez-vous avec vos diplômes, car vos diplômes, ils vont pas vous trahir. Donc ils vont vous et ils vont vous. Ah, j'aime ça, Hassan. Ça, j'aime. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous serez toujours marié avec vos diplômes qui vont vous ouvrir les portes. Ça, c'est clair, et vous faire progresser dans ce métier, comme quand vous aurez envie d'oser et quand vous serez prête à oser, quoi. C'était juste une petite parenthèse que je voulais dire. C'est clair. Le conseil ultime pour qu'une femme qui n'ose pas encore franchir le pas, qu'elle y aille. On va commencer par Lucie, puis Aurore, et puis Latefa. Bon, écoute, super. Écoute, moi, je veux m'adresser directement à la femme qui nous écoute, hein, évidemment, et qui nous voit. Alors, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin vraiment d'être prête à 100% pour entrer sur un chantier. Vous avez juste besoin peut-être de commencer. La confiance, pour moi, vient après. Et vient même toujours après. Si vous doutez vraiment, souvenez-vous d'une chose, aucune femme compétente ne s'est jamais sentie légitime au début. C'est celle qui avance, hein, comme on a pu l'évoquer avec les présentes à cette émission. Voilà, c'est celles qui y vont quand même. Voilà, on avance, on apprend et on ose. Et si vous avez peur, après c'est normal, hein, même si vous êtes prête à apprendre, à vous entourer et prendre votre place. Alors sur le chantier, vous attend déjà, je pense. Et sincèrement, ne croyez pas que le bâtiment a besoin que les femmes s'adaptent. Il a besoin de notre manière de piloter, de structurer, de décider, et voire même notre capacité à l'écoute et à l'empathie. Donc vraiment, allez-y. Génial. Aurore, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, en une phrase, je dirais que le BTP, c'est avant tout une aventure humaine et de passion. Alors, soyez vous-même. Votre féminité est une force. Excellent. Et toi, Latefa? Alors, moi, je dirais que le BTP est un secteur exigeant, mais il est accessible, et que les compétences n'ont pas de genre, donc il faut oser et aller, c'est-à-dire chercher des mentorats ou des personnes et des femmes qui sont déjà passées par là pour vous aider. Ok. Pour clôturer maintenant, merci à toutes les trois d'avoir prouvé que même à distance, le pilotage du BTP est une affaire de précision, de savoir-faire et d'expérience. Et effectivement, je pense que vous allez donner envie effectivement à des femmes en reconversion ou qui cherchent leur voie d'aller s'y diriger vers ces métiers-là, quoi. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des femmes du BTP, l'émission, avec d'autres experts et expertes qui répondront aux questions que vous pouvez vous poser. Et à bientôt et gardez la pêche.
Merci Lucie, merci Aurore et merci Latifa d'avoir participé et d'avoir transmis votre pêche. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Hassan. À À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.